Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment tracer n'importe quelle carte de champ vectoriel avec Python en prenant comme exemple le champ électrique créé par un ensemble de particules chargées fixes. Donc on peut appeler aussi le champ électrostatique. Alors, on va partir du coup de la situation physique. Donc on a quelques particules chargées, donc que je vais représenter par des petits points ici, donc qui créent dans tout l'espace un champ électrique. Ce champ électrique, grâce au théorème de superposition, peut être calculé à partir des champs individuels créés par chacune des particules chargées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ces particules sont placées à différents points qu'on appelle PI et qu'elles ont comme charge une charge QI. Voilà. Et donc si on veut tracer la carte de champ, eh bien, il va falloir calculer le champ en tout point M de l'espace. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir le faire pour tous les points M. Ce qu'il va falloir faire, c'est se définir une grille de points M. Bon, c'est très schématique là, mais c'est pour comprendre l'idée. Donc si je considère qu'à chaque croisement, eh bien, ça me définit un point M de ma grille, par exemple ici, un point M, hop, un autre point M, etc. Donc il va falloir que je calcule le champ en chacun de ces points M et ensuite que je trace du coup le résultat du calcul, donc en tout point M de la grille. Donc quelles vont être les étapes? Eh bien évidemment, il va falloir définir la grille. Donc ça, je vais aller vite parce que je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo sur la carte, sur le tracé de carte de champ scalaire. Une fois qu'on a défini la grille, donc il va falloir calculer le champ électrique créé par chaque particule, puis faire la somme en chaque point M de ces champs individuels. Et ensuite, tracer. Alors, pour calculer les champs, donc il va falloir utiliser le fait que eh bien, chaque champ individuel, que je vais appeler EI, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois QI sur la distance entre la particule et le point, donc PIM au cube, fois le vecteur PIM. Alors, ce 1 sur 4 pi epsilon 0, en fait, on s'en moque, parce que quand Python va faire la représentation du champ vectoriel, il ne va pas faire des flèches dont la taille correspond à la norme du champ électrique dans l'unité du système international. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tracer des flèches dont la taille est relative, c'est-à-dire des plus grandes flèches lorsque la norme est plus grande et des plus petites lorsque la norme est plus petite. Donc en fait, ce terme-là, on s'en moque totalement. Donc on va dire c'est égal à 1 pour la représentation. Pareil, les QI, en fait, on s'en moque de leur valeur en coulombs. Le fait que ce soit un nombre entier de fois 1,6 fois 10-19 coulombs, on s'en moque complètement. Donc les QI, pareil, ça va être relatif. Ce qui compte, c'est est-ce que la charge Q3 est 2 fois plus grande que la charge Q2, 4 fois plus grande, est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative. Voilà. Alors donc, rappelons les étapes. Il va y avoir la grille des points M. On va définir des fonctions qui vont nous permettre de calculer les EI. Ensuite, on va calculer le champ E en chaque point M en faisant la somme des EI en chaque point M. Et puis ensuite, il y aura la représentation. Voilà. Donc on peut faire ça dans l'ordre qu'on veut. Hein. Enfin, non, les fonctions, il faut d'abord évidemment les définir avant de faire ce calcul-là. Mais voilà, en gros, le schéma qui sera vrai pour n'importe quel tracé de champ vectoriel. Ce sera évidemment les expressions des fonctions qui seront différentes. Alors, juste une précision, Python, pour représenter un champ vectoriel, en fait, il va falloir lui donner, pour chaque point M, non pas le vecteur directement, mais les deux composantes du vecteur. Donc il va falloir lui donner
bien, pour ce vecteur-là, EX et EY. Donc le plus simple, c'est définir directement des fonctions qui permettent de calculer la composante selon X et la composante selon Y de chaque champ. C'est pas très compliqué, il suffit de prendre la composante ici de ce vecteur, et il n'y a que PIM qui est un vecteur. Donc il suffit de prendre la composante selon X et selon Y de PIM. Donc ces deux fonctions, ça va être, donc le 1 sur 4 pi epsilon 0, on a dit on s'en moque, QI sur PIM au cube, fois la composante horizontale de PIM, que je peux appeler PIMX, et que je peux calculer en faisant XM moins XPI. Et donc là, pareil, ça va être QI sur PIM cube fois YM moins YPI. Voilà. Et ensuite, la distance PIM, eh bien, je peux la trouver en faisant la racine carrée de XM moins XPI le tout au carré plus YM moins YPI le tout au carré. Voilà donc ce que je vais devoir rentrer comme fonction pour le calcul du champ individuel. En fait, ce n'est pas le champ individuel qui nous intéresse pour la représentation, ce sont ces deux composantes. Alors allons-y. Donc on va regarder maintenant dans le programme comment le traduire. Donc j'ai déjà pré-rempli pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je vais commencer par définir ces fonctions. Alors, donc j'ai deux fonctions que j'appelle elec x et elec y qui vont prendre comme argument en entrée. On a besoin de quoi? On a besoin de la position de PI, de la position de M, donc ça fait déjà 4, et ici, on a besoin de la charge de la particule PI, donc QI. Donc j'ai pris ces 5 arguments d'entrée. Ensuite, donc, dans la fonction, je calcule d'abord PIM, donc ce que j'appelle R. Voilà, c'est bien la racine carrée que j'ai dite. Ensuite, ici, ces lignes sont un petit peu compliquées. Alors, je les explique quand même rapidement. C'est que quand on va faire une carte de champ avec plein de particules et plein de points M sur la grille, il pourrait arriver, si on ne fait pas attention, que en fait, un point M de la grille soit situé au même endroit qu'une particule chargée. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si on a PIM qui vaut 0 à ce moment-là, eh bien on a un champ qui est infini. Et ça, l'ordinateur, il ne va pas aimer une valeur infinie. Donc l'idée, c'est que si jamais un point M est au même endroit qu'un point P, eh bien il ne faut pas calculer le champ. Il ne faut rien calculer du tout. Donc c'est pour ça que, ici, en fait, je mets comme résultat eh bien, ce qu'on appelle NaN, ça veut dire not a number. Donc ça, en fait, ça va permettre de ne pas calculer le champ. Parce que dans R, ça ne sera pas un nombre, et donc l'ordinateur, il ne calculera pas le résultat d'un calcul lorsque l'une des grandeurs, ce n'est pas un nombre. Le résultat, ce ne sera pas un nombre également. Donc ça évite d'avoir des problèmes d'infini. Alors là, vous aurez remarqué que je ne teste pas si R est égal à 0, parce qu'en fait, je vais même encore un petit peu plus loin. Je me dis que pour des problèmes de contraste, eh bien, si le point M n'est pas sur un point P, mais quand même extrêmement proche, eh bien, on va avoir 1 sur PIM au carré, qui va être extrêmement grand par rapport à d'autres endroits. Donc l'idée, c'est que je vais même carrément exclure toute une zone autour de chaque particule chargée. Donc je vais définir un petit peu plus bas une valeur epsilon qui va être une distance d'exclusion. Lorsque le point M sera dans une sphère de rayon epsilon, eh bien, il ne faudra pas calculer le champ électrique. Voilà d'où viennent ces lignes. Donc ça, c'est juste vraiment, encore une fois, cette exception, cette sphère d'exclusion. Donc finalement, si j'oublie ça, je calcule R, la distance PIM. Une fois que j'ai PIM,
eh bien je retourne Q sur PIM au cube fois XM moins XP ou YM moins YP. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Et là, pour Y, voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc pour chaque point M de la grille et pour chaque point P source, eh bien, je vais pouvoir calculer le champ individuel créé par la charge en P au point M. Donc ça, ce sont vraiment mes deux fonctions de base dans ce programme. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc ça check, je vais définir ma grille. Alors, donc là je vais vite, hein, je l'ai déjà dit. Donc je me prends un ensemble de valeurs de x, un ensemble de valeurs y, ici je prends le même. Donc si je prends 11 valeurs entre moins 10 et 10, ça me permet d'avoir 0 comme valeur. Et puis voilà comment je définis epsilon. Donc je prends en fait ma distance totale, donc max de x moins min de x, et je dis qu'il faut que le point M soit au minimum à cette distance max sur 500. Donc c'est ça qui me définit la distance minimale. Une fois que je définis les x et les y, donc je définis les points M de la grille avec MeshGrid. Donc ça c'est bon. Donc là je vais avoir une grille avec 11 points, enfin 11 valeurs horizontales, 11 valeurs verticales. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est pour bien voir du coup les champs électriques. Après on peut augmenter évidemment ce nombre. Ok, donc maintenant il me reste à faire quoi? Il me reste à calculer le champ total. Mais d'abord, c'est vrai que ça j'aurais dû l'écrire, il va falloir que je spécifie dans le programme quelles sont mes particules chargées et où elles sont placées. Donc c'est ce que je fais ici. Donc vu qu'il va y avoir plusieurs particules chargées, eh bien, je vais créer des listes avec l'ensemble des positions, donc l'ensemble des x, l'ensemble des y, donc ici xp, yp, et l'ensemble des charges. Donc pour commencer, je choisis uniquement une particule chargée au centre. Donc son x vaut 0, son y vaut 0, et sa charge c'est 1. Voilà, donc il me reste à calculer la somme des champs individuels. Donc pour ça, vu que j'ai calculé une somme, je vais initialiser. Donc je crée deux vecteurs nuls, dont les dimensions sont les dimensions de la grille. Donc en gros, ici, je définis des matrices qui ont des zéros en chaque point M. Et puis ensuite, donc, je vais faire la somme. Donc pour faire la somme, je fais une boucle for. Vous avez d'autres possibilités. Moi, je préfère la boucle for à la while. Donc j'ai défini NP comme étant le nombre de charges. Donc pour chaque particule, donc for I in range NP, eh bien, je vais lui demander de rajouter la nouvelle valeur du champ qu'il calcule pour la particule I. Donc le champ électrique total, c'est égal au champ électrique total calculé avant, plus le champ électrique calculé au point M pour la particule petit i. Donc ici, c'est pour le point P correspondant à la particule petit i, et pour chaque point M de la grille. Et ici, il faut que je prenne la charge de la particule petit i. Donc je fais ça selon x, je fais ça selon y. Et donc là, j'obtiens normalement le champ total en n'importe quel point M de la grille créé par l'ensemble des particules chargées. Donc il ne me reste plus qu'à représenter. Hop. Donc la représentation en Python d'un champ vectoriel, c'est toujours dans Matplotlib et c'est pyplot, et c'est la fonction qui s'appelle Quiver. Alors je vous ai fait deux versions. La première version, on va dire, c'est la version brute. On va laisser Quiver choisir la taille des flèches qui va être proportionnelle à la norme du champ en chaque point M. Donc Quiver, cette fonction, elle va avoir comme argument d'entrée tous les points M où on veut placer, où on veut tracer les vecteurs correspondants, et les vecteurs en chaque point M. Donc ici, vous avez des matrices. Donc ici, ce sont des matrices 11, 11.
pour xm, pour ym, pour x tot, pour ey tot. Voilà, et vous remarquerez ici que j'ai fait un autre truc, alors ça c'est juste esthétique on va dire, enfin non, ça peut être quand même intéressant. C'est que avec cette petite boucle, je souhaite placer les différentes particules chargées. Comme ça me permet de voir où elles sont et donc d'en déduire la forme un petit peu du champ électrique autour de chaque particule. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai pris un code couleur différent pour une charge positive et une charge négative. Voilà, donc si la charge est positive, je choisis de faire un rond, puisqu'ici j'ai fait scatter, donc c'est un rond rouge, et ici un rond bleu si la charge est négative. Et je suis allé encore un tout petit peu plus loin, j'ai fait un rond dont la taille est proportionnelle à la valeur de la charge. Donc par exemple, si j'ai une charge qui est 4 fois plus grande, bah, ça me fera un rond qui est 4 fois plus grand. C'est juste pour la représentation, pour son interprétation. Voilà. Je pense que c'est à peu près clair. Donc je lance. Non, ça ne marche pas. Ah oui, c'est que j'ai raté. Hop. Hop. C'est caché, je pense. Voilà. Donc voilà le champ. Je le cache pour l'instant. Hop. Qu'on obtient. Donc vous remarquerez que c'est celui qui a dans le cours. Donc ici, voilà la zone d'exclusion. Et donc on voit qu'il n'y a pas eu de problème. J'ai pourtant x égale à 0, y égale à 0, mais donc il n'a rien calculé, sinon il m'aurait dit qu'il y avait un problème. Et donc malgré ma zone d'exclusion, on a quand même un problème, c'est qu'on a des flèches ici qui sont ultra grandes. Elles sortent du cadre. Donc c'est très moche. Et là on a des flèches qui sont ridiculement petites. Bon, bah, c'est le problème d'avoir un champ 1 sur r carré. Donc pour pallier ça, eh bien, on va changer de fusil d'épaule. On va se dire qu'on va tracer des flèches qui ont toutes la même taille. Alors pour ça, je continue à utiliser Quiver, et je vais lui rajouter des choses. Déjà, au lieu de mettre en argument d'entrée la valeur du champ total selon x et la valeur du champ total selon y, je vais normaliser ces valeurs. Donc en fait, en divisant le champ total par la racine, donc le champ total selon x par racine de ex carré plus ey carré, en fait ça me permet d'avoir des champs, des flèches dont la norme va valoir 1. Puisque quand vous allez faire racine de ça au carré plus ça au carré, eh bien ça va faire 1. Donc ça c'est l'astuce pour avoir des flèches dont la norme vaut 1, quelle que soit la valeur du champ électrique. Mais si je fais que ça, bah, j'aurai que des flèches noires qui ont toutes la même valeur. Donc en fait, j'aurai une carte de champ qui va m'indiquer la direction et le sens du champ électrique, mais qui va me donner aucune information sur l'importance du champ. Donc on rajoute un argument, ici, et ce cinquième argument, eh bien, ça va être justement une représentation colorée. Et donc ici, je vais lui demander une représentation colorée, donc avec le code couleur qui est, on va dire, intégré à Quiver. Après, on peut changer, hein. Tout est paramétrable évidemment. Et donc ici, je lui demande une couleur qui va être proportionnelle au logarithme de la norme du champ. Alors pourquoi le logarithme? Bah, c'est juste parce que après essai-erreur, c'est ce qui va rendre le mieux pour moi. Et après, vous pouvez ne pas mettre logarithme, hein, vous pouvez juste mettre x tot carré plus y tot carré. Donc voyons ce que ça donne. Là, hop. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc c'est assez joli, c'est assez sympathique. Plus c'est jaune-rouge, plus c'est intense, et plus c'est bleu sombre, moins c'est intense. Donc voilà une belle carte du champ électrique créée par une particule chargée au centre. Alors donc on peut faire maintenant plein de variations là-dessus, je vais juste en faire une pour pas que ce soit non plus trop long. Je vais augmenter le nombre de particules chargées. Donc je vais par exemple en rajouter une qui est de signe opposé. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais choisir la première qui va être au centre mais un peu décalée vers le haut, positive, et je vais en choisir une autre
qui est au centre horizontalement, mais qui est décalé vers le bas. Donc son y vaut -1. Et je vais choisir une charge qui est négative. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dipôle. C'est un ensemble de deux particules chargées de charges opposées. Donc voyons ce que ça donne. Voilà ce qu'on obtient. Donc on a ce champ électrique qui sort de la charge du dessus et qui, entre guillemets, va revenir rentrer dans la charge du dessous. Alors si ce champ vous dit quelque chose, eh bien il y a effectivement un lien. Mais je ne spoile pas, on en reparlera. Donc voilà pour ce tutorat. Donc pour résumer, on définit les fonctions qui permettent de calculer la valeur du champ vectoriel en chaque point M de la grille, et on utilise ensuite Quiver pour représenter ce champ vectoriel.